suis le docteur Desport, je travaille en néphrologie au CHU de Poitiers avec le docteur Joly. Et on lui avait demandé de parler des recherches, de comment rechercher les atteintes extra-rénales dans la maladie de Randall. Donc la maladie de Randall, un bref rappel, on vient d'en parler un petit peu, c'est une maladie de dépôt d'immunoglobuline qui complique une prolifération, une hémopathie clonale B. Ça a été décrit en 1976 par Randall et collègues avec des dépôts seulement de chaînes légères ou LCDD. Puis la maladie de LHCDD avec dépôt de chaînes lourdes et chaînes légères a été décrite en 90 et enfin une maladie de dépôt de chaînes lourdes seulement en 93. La définition de cette maladie, ce sont des dépôts d'immunoglobuline monoclonale qui sont linéaires, continus, diffus, non organisés et qui ne prennent pas le rouge Congo. Le long des membranes basales, dans les reins, il faut toujours un dépôt le long des vitrées tubulaires. Il y a quand même souvent aussi des dépôts le long des membranes basales glomérulaires et vasculaires. La présentation clinique, c'est une maladie systémique, mais avec une présentation rénale prédominante qui est quasi constante. Il y a quasi constamment une atteinte rénale. On vient de voir que ce n'est pas 100%, mais quasiment. Deux présentations classiques, c'est plutôt une glomérulopathie chronique avec hypertension artérielle, protéinurie, insuffisance rénale, plutôt avancée, alors plutôt des stades 2 et au-delà quand on découvre la maladie. Il peut parfois y avoir une insuffisance rénale aiguë, mais dans ces cas-là, ce sont les LCDD qui s'associent à la néphropathie à cylindre myélomateux, donc ce n'est pas tout à fait la même entité. Et dans ces cas-là, on peut avoir une insuffisance rénale aiguë comme dans la castnéphropathie. Enfin, la HCDD, qui est une entité rare dans le rare, puisque c'est à peu près 1% des biopsies rénales qui amènent au diagnostic de maladie de Randall. Et dans ces 1%, il y a une prédominance nette des LCDD. Et le HCDD doit faire même pas 20% de ces diagnostics. Le HCDD se présente avec plus de syndrome néphrotique et une protéinurie plus abondante. Et dans la série de Florent Joly et Camille Cohen publiée récemment, l'insuffisance rénale était un peu moins sévère. Dans d'autres séries, l'insuffisance rénale est un peu plus sévère. En tout cas, la protéinurie et le syndrome néphrotique plus fréquents sont constamment retrouvés. L'hémopathie associée, ça peut être soit un myélome multiple dans à peu près 50% des cas, ou une gammapathie monoclonale de signification rénale. Vous savez que c'est un concept qui a été introduit par le groupe de travail de l'IKMG en 2012, qui prend en compte non seulement le fait que le clone plasmocytaire est peu proliférant, mais le type de clone fait qu'il y a une dangerosité de la maladie par l'atteinte d'organes. Parfois, c'est du Waldenström ou de la LLC, mais c'est moins fréquent. La chaîne légère kappa est largement prédominante dans les maladies de Randall. Et depuis qu'on a le dosage des chaînes légères, dans toutes les séries publiées, le rapport de chaîne légère, le Freelight ou l'autre dosage de Siemens, est toujours pathologique. Même si en électrophorèse ou en immunoélectrophorèse dans le sang ou dans les urines, on ne retrouve pas toujours le clone, on trouve systématiquement un rapport de chaîne légère pathologique. Enfin, quand c'est de la chaîne lourde seule ou associée à la chaîne légère, c'est une prédominance de chaîne lourde gamma. Donc, le diagnostic de cette pathologie se fait par la biopsie rénale. On fait de la microscopie optique et surtout l'immunofluorescence pour pouvoir marquer les dépôts. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et comme ça avait été décrit dans le diagnostic des MGRS, c'est la présence de dépôts linéaires d'immunoglobuline le long de la membrane basale qui signe le diagnostic. Donc ici, quelques photos d'anapathe avec sur la colonne de gauche un LCDD pur et sur la colonne de droite LCDD associé à une néphropathie à cylindre myélomateux. Vous voyez sur la première diapositive ici en microscopie optique une coloration avec la glomérulosclérose nodulaire que Magali Colomba ne voit pas très souvent, mais qu'on voit de temps en temps, associée à une dilatation anévrismale des lumières capillaires. En immunofluorescence, ces dépôts glomérulaires sont marqués par le conjugué anti-kappa, donc au niveau des glomérules, au niveau des membranes basales tubulaires et ici au niveau de la média. En microscopie électronique, ce sont des dépôts denses, ici, mis par les flèches, qui sont plutôt sur le versant interne de la membrane basale glomérulaire. De l'autre côté,
associé aux lésions de LCDD, il y a des lésions de néphropathie à cylindre myélomateux. Donc on commence aussi par la microscopie optique en haut. Je suis désolée, la flèche effectivement n'est pas très pratique. Dans le glomérule, là, il n'y a quasiment rien. Par contre, on voit bien les dépôts le long des vitres rétibulaires de type LCDD associés aux cylindres fragmentés de type cylindre myélomateux. En immunofluorescence, ce cylindre il est marqué par le conjugué anti-kappa et les vitres rétibulaires sont aussi marquées par le conjugué anti-kappa. En microscopie électronique, vous voyez que les dépôts sont situés un peu différemment. La membrane basale est plus épaissie et c'est plus sur le versant externe de la membrane basale que ces dépôts sont situés. Donc on va venir maintenant dans le vif du sujet. Ça, c'est la présentation rénale qui permet le diagnostic et les manifestations extra-rénales associées à cette maladie de Randall. Les atteintes hépatiques et cardiaques sont prédominantes. Elles sont considérées comme peu fréquentes dans certaines séries, notamment une série de la Mayo Clinic où ils ont publié 64 patients avec une MIDD. Dans cette série, ils ne parlent pas tellement des atteintes extra-rénales, ils disent simplement que 2 patients ont une atteinte cardiaque prouvée par biopsie et 3 ont des anomalies échographiques, ce qui fait à peu près 8% d'atteintes extra-rénales, ce qui est assez peu, et ils ne parlent pas du tout d'autres atteintes. Dans la série de Sayed, la série anglaise, 53 patients avec LCDD, il y a seulement 9% d'atteintes extra-rénales. Dans une autre série américaine de Mohan, ils se sont intéressés seulement au LCDD associé à un myélome multiple, pas associé à une MGRS. Et ils ont retrouvé 33% d'atteintes extra-rénales, dont 32% de KERS, ce qui fait pas mal. Mais dans cette série, il y avait quand même 17 patients qui avaient une amylose AL associée à la LCDD. Dans notre cohorte française, 35% des patients ont une atteinte extra-rénale, avec une prédominance hépatique et cardiaque, donc 17% d'atteinte hépatique et 12% d'atteinte cardiaque. Donc, comment faire le diagnostic ? Il faut commencer par l'examen clinique. L'hépatomégalie à rechercher, elle est inconstante. Il va falloir, comme dans l'amylose, doser les enzymes hépatiques et ça se manifeste. L'atteinte hépatique du Randall se manifeste la plupart du temps par une cholestase anictérique. Il y a eu un cas d'hépatite fulminante avec décès du patient rapide dans la série française et ça a été aussi, on retrouve quelques cas rapportés d'hépatite fulminante qui sont de très mauvais pronostics de façon comparable à l'amylose AL. En échographie, on voit une hépatomégalie homogène, il n'y a pas d'anomalie des voies biliaires, parfois il y a un petit peu d'acide. Et l'histologie, si elle est faite, met en évidence un épaississement diffus des membranes de 10 en microscopie optique sur la photographie de gauche. Et en immunofluorescence, vous voyez que ces dépôts fixent le conjugué anti-kappa, ils sont linéaires, diffus et localisés dans les espaces de 10. Donc ce sont aussi des dépôts le long des membranes basales, mais là des espaces de 10. En immunohistochimie, vous voyez bien la différence entre le composé anti-kappa avec la présence de dépôts, alors que l'anti-lambda ne fixe pas du tout. En ce qui concerne l'atteinte cardiaque, qui était retrouvée dans 12% des cas dans la série française, la recherche clinique, c'est bien sûr les œdèmes, la dyspnée, la présence d'un reflux hépatojugulaire, d'une turgescence. Et sur le plan biologique, il va falloir faire de façon comparable à l'amylose un dosage de la troponine et du NT-proBNP. Les Italiens proposent de classer de la même façon l'atteinte cardiaque et la sévérité dans le Randall. Il faut faire l'échographie. On recherche les mêmes paramètres, c'est-à-dire une HVG, une hypertrophie ventriculaire, avec un septum à plus de 12 mm en diastole, une dysfonction diastolique et un aspect particulier du myocarde, en dehors d'une hypertension artérielle qui évolue depuis longtemps. On peut aller à l'IRM, où il y a aussi une cardiopathie hypertrophique, des anomalies de rehaussement. Il y a des cardiologues dans la salle, peut-être ils me diront s'ils arrivent à faire la différence, parce que c'est probablement pas exactement la même cardiopathie, le Randall et l'amylose. En tout cas, on n'a pas l'impression qu'ils ont un pronostic aussi péjoratif de leur atteinte cardiaque, même s'ils ont des marqueurs très, très perturbés. Et même, je ne sais pas si en échographie vous arrivez à faire la différence, mais en tout cas, nous, sur le plan clinique, on a l'impression que l'évolutivité de la maladie n'est pas exactement la même. En histologie, on voit là aussi une fixation de dépôts linéaires périmyocytaires et autour des myocytes de la média, fixés par le conjugué anti-kappa. Enfin, d'autres atteintes doivent être recherchées, au moins à l'interrogatoire et à l'examen clinique. Les neuropathies, on en a retrouvé 9% à l'examen clinique et à l'électromyogramme.
Il peut y avoir une atteinte des glandes salivaires accessoires. Alors, on n'en a retrouvé que 7%. Maintenant, est-ce que c'était vraiment recherché? Ça vaut peut-être le coup parce que ça peut être une méthode de diagnostic un peu moins invasif. Ici, vous voyez une biopsie de glandes salivaires avec la fixation le long des membranes basales acineuses qui fixe le conjugué anti-kappa et pas du tout l'anti-lambda. L'atteinte digestive peut être relativement fréquente. Elle n'est pas forcément facile à diagnostiquer parce que c'est des troubles fonctionnels qui peuvent être modérés, douleur abdominale, diarrhée, malabsorption. Ici, c'est une biopsie duodénale où vous voyez en microscopie optique une atrophie des cryptes et un épaississement des vitrées glandulaires. Et en immunofluorescence, avec le conjugué anti-kappa, une fixation le long des vitrées glandulaires et aussi le long des myocytes de la média. Enfin, on a retrouvé, nous, 2% d'atteinte pulmonaire dans notre série. Donc il faut, s'il y a des anomalies respiratoires importantes, aller au scanner, aux EFR. C'est quand même plutôt souvent asymptomatique. Et puis, il y a des formes localisées, donc publiées par Magali Colomba sur le début de sa série et l'ensemble de ce qu'elle nous a présenté par la suite. Nous n'avions pas de forme localisée dans la série française retrouvée par la base de données du centre de référence. Ici, une biopsie pulmonaire avec une fixation aussi le long de la membrane basale alvéolaire, en immunofluorescence, et on retrouve en microscopie électronique les dépôts non organisés. Ce sont les petites billes noires sur le versant interne de la membrane basale alvéolaire. Enfin, dans la série, on a mis en évidence aussi des cutis laxa, des atteintes cutanées, de la graisse abdominale, de la thyroïde, de la corde vocale. Donc, en gros, c'est vraiment une maladie comme l'amylose où il faut rechercher une atteinte systémique. Juste un petit mot pour dire qu'il y a vraiment un intérêt à faire le diagnostic de cette maladie et le diagnostic précoce avec un bilan complet d'organes parce que le traitement adapté à l'hémopathie sous-jacente, comme proposé par Jean-Paul Fermand dans le Hawaii Treat de 2013, permet une efficacité et une régression des dépôts, une amélioration clinique et évite l'arrivée en dialyse pour les formes rénales, notamment en utilisant le bortezomib et tous les nouveaux médicaments utilisés dans l'amylose AL. Donc j'espère vous avoir convaincu que la maladie de Randall, c'est une maladie systémique aussi, même si elle a une présentation clinique prédominante sur le rein, et qu'il faut rechercher les atteintes d'organes comme dans l'amylose AL. Dans les types de Randall, c'est plus le LCDD qui s'associe à des atteintes extra-rénales, mais on en trouve aussi dans le HCDD et dans le LHCDD. Donc c'est de l'ordre de 50% dans notre série d'atteintes extra-rénales dans les LCDD et de l'ordre de 20% dans les autres types de néphropathie. Et donc je pense qu'à minima, il faut faire la biologie hépatique avec les enzymes hépatiques et l'échographie s'il y a une anomalie, et aller au fibroscanner derrière si c'est vraiment anormal. Et les enzymes cardiaques couplées à une échographie cardiaque, plus ou moins le Holter et l'IRM, si vous avez un doute sur ce diagnostic. Il ne faut pas hésiter à faire les électromyogrammes, le scanner, les EFR. Bref, c'est un bilan d'atteinte de maladie systémique qu'il faut faire quand vous avez un diagnostic de maladie de Randall. Je vous remercie de votre attention. Très bien. Alors, je n'ai pas très bien compris. Quel est le type de l'atteinte cardiaque que tu observes dans tes maladies de Randall? C'est une cardiomyopathie hypertrophique avec une dysfonction systolique comme dans l'amylose AL, mais je trouve juste que sur le plan clinique, leur évolutivité est moins péjorative que les atteintes cardiaques stade 3B de la Mayo Clinique dans les amyloses AL, où ils meurent quand même très très vite. Dans les MIDD, on a l'impression que c'est d'une évolutivité un peu plus lente et qu'on a plus le temps de mettre en place les traitements et on a moins de mortalité cardiaque par atteinte cardiaque dans les MIDD. Donc je ne sais pas, moi, après, les subtilités de l'échographie, je ne suis pas sûre que vous arriviez, à faire la différence. Mais c'est un peu difficile. Moi, j'y arrive pas, en tout cas. Mais sur le plan clinique, j'observe que l'évolutivité est différente. Très bien, très bien. Mais tu sais, c'est toujours très fort de nous faire parler échocardiographie sans nous montrer les images. Oui, alors moi, le problème de l'échographie, c'est que je ne sais pas l'interpréter, donc je ne l'ai pas mise. L'histologie, ça va, j'y arrive, mais l'échographie, je laisse ça... Arnaud Jacquard avait une question. Oui, oui les topos de Poitiers ont toujours des magnifiques images d'histologie.
Oui, c'était un peu la même question que je voulais te poser sur l'atteinte cardiaque. C'est plutôt, on a l'impression, un peu comme les atteintes cardiaques de TTR plutôt que d'amylose, comme s'il n'y avait pas la toxicité des chaînes légères de Randall sur le cœur, comme il y a la toxicité des chaînes légères d'amylose. Ben oui, je pense que ça serait bien d'étudier cette cardiopathie particulièrement parce qu'elle n'a pas la même évolutivité clinique. Je ne sais pas si tu as cette expérience, Arnaud. Je suis peut-être un peu moins de Randall. Mon expérience, c'est que c'est la même imagerie que les amyloses, c'est exactement pareil. Mais, par contre, ils sont moins graves. Ils sont moins graves sur le plan clinique. Mais après, moi, c'est juste une question. Je n'ai pas la réponse. Une question de professeur Damy. Après, monsieur Audard, au fond. Oui, Estelle, merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Et donc à Mont-d'Or, on a une dizaine de cas de Randall cardiaque. Alors évidemment, nos patients, ils arrivent toujours avec des formes sévères. Ouais. Donc évidemment, voilà. Mais ça pose un problème diagnostique. Et ça, c'est très important pour les cardiologues, puisqu'en fait, quand on fait l'anapathe, le rouge Congo est négatif. Et donc nous, au début, il n'y avait pas de marquage systématique kappa lambda. Et donc on est obligé de revenir vers l'anapathe en disant, t'es sûr que c'est pas une amylose? Regarde. Et c'est comme ça qu'on a découvert ces 10 cas de Randall en insistant. Mais sinon, ils auraient été dit non amylose, et donc on n'aurait pas mis de traitement en fait, parce qu'évidemment on n'est que cardiologue, donc voilà, mais on aurait vu c'est une gammapathie avec une autre cardiomyopathie, et c'est quand même un piège. Et pour nous, ils ont un phénotype typique d'amylose du point de vue écho, IRM, tout ce qu'on veut. C'est la même chose qu'une amylose, et c'est hyper piégeant parce qu'une fois qu'on a bien compris qu'il fallait faire l'anapathe et un rouge Congo, et puis après nos anapathes ils développent le reste, et oui, là le rouge Congo est négatif et ça s'arrête. Donc il faut faire hyper attention à ces malades. Je pense qu'on a une dizaine sur nos 300 ou 400 cas d'amylose à elle, donc heureusement c'est pas le plus fréquent, mais c'est hyper piégeant. Et après sur le pronostic, chez nous, évidemment comme c'est les patients les plus sévères, il faudrait qu'on regarde peut-être qu'ils sont parce que nous ils rentrent par le rein quand même en général. Voilà. Et en rentrant par le cœur, en fait, ça ressemble quand même vachement à l'évolution de l'amylose à elle qu'on a dans notre centre. Et du coup, ma question rejoint un peu celle-là. C'était que parmi vos 12% là, de patients qui avaient une atteinte cardiaque, j'ai peut-être raté une slide, mais quel était leur degré de gravité? On n'a pas précisé, parce qu'en fait, dans la base de données, il faudrait faire un travail spécifique sur cette atteinte cardiaque, c'est pas précisé. Oui, parce que vous dites qu'ils sont moins évolutifs. Alors, oui, c'est plus une impression clinique, et quand on regarde les causes de décès, il n'y a pas de décès par mortalité cardiovasculaire quasiment, pas comme dans l'amylose à elle où on a une mortalité liées à une cause cardiaque assez fréquente. Peut-être parce qu'ils sont rentrés dans la maladie par le biais du syndrome néphrotique, ou enfin voilà. Peut-être parce qu'en plus on commence juste à dire que c'est une maladie systémique et qu'il ne faut pas regarder que le rein. Et donc c'est vrai que si ils sont rentrés, s'ils étaient rentrés par le cœur, peut-être qu'ils n'auraient pas été mis dans la base et que le biais de sélection est un peu. Vincent, une question du professeur Audard au fond de la salle. Bonjour, merci pour votre présentation. Juste, c'est pour rebondir un peu sur ce que disait Thibault. Je ne sais pas si c'est décrit, parce qu'il parlait d'une dizaine de cas qu'on a à Mont-d'Or, et je le rejoins tout à fait. C'est vrai que c'est des cas assez piégeants. Est-ce que dans la littérature, il y a des Randall purs avec une atteinte cardiaque isolée, à votre connaissance? À ma connaissance, non. J'ai vu du poumon isolé, du foie isolé. J'ai pas vu de publication de cœur isolé. En fait, la question derrière tout ça, c'est vrai qu'on a eu quelques patients en commun, et après, ils n'ont pas forcément des formes très florides en termes d'atteinte rénale. On a des Randall avec, ça peut être des chaînes légères et parfois pas forcément de syndrome néphrotique, mais des protéinuries un peu plus modestes, un peu d'insuffisance rénale. C'est finalement un patient qui a une biopsie myocardique avec un rouge Congo négatif, des dépôts monotypiques. Voilà. Est-ce qu'on conclut, est-ce que c'est une amylose fausse négative? Est-ce que c'est un Randall positif? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la biopsie rénale finalement? Parce que là, avec la biopsie rénale, nous, on peut assez aisément faire la différence, surtout si ce que vous dites se confirme dans des études, à savoir que le pronostic est peut-être, au niveau cardiaque, est peut-être un petit peu différent. Oui, ça nous laisse peut-être un peu plus de temps, mais je crois qu'il faut aller à la biopsie rénale assez systématiquement. Et j'ai vu des études où ils proposaient, compte tenu de la rentabilité des chaînes légères, de faire des chaînes légères en même temps que la biopsie rénale pour voir si la glomérulopathie chronique et pas, comme de temps en temps on a tendance à dire, c'est de la HSF secondaire à la néphroangiosclérose bénigne parce que c'est un patient cardiopathe qui arrive et on ne biopsie pas. Peut-être qu'il faut biopsier et faire des chaînes légères. Merci.